Comme on a pu le voir précédemment, il est vrai que quand on parle de tokusatsu de super-héros, on pense très vite au Super Sentai, Kamen Rider ou Ultraman, bref, les bases et encore aujourd'hui piliers très actifs de tout un genre. Il est donc normal, mais un tout petit peu dommage, de se dire qu'en tant qu'adulte responsable menant à bien sa vie active, le tokusatsu, surtout vu sous cet angle, ce n'est pas vraiment sa came parce qu'on n'est pas le public cible. De plus, ça serait mentir de dire que ce ne sont pas eux qui sont majoritaires. Il y a du choix, on trouvera toujours son bonheur en cherchant un petit peu, et c'est la raison d'être de mon émission pour le faire comprendre, mais force est de constater que le milieu est assez fermé. En dehors des grosses licences, difficile de se faire une place de choix, de s'imposer sur le long terme, tant le milieu se veut plutôt formaté dans ses codes, aussi bien en termes narratifs que de réalisation. Du coup, il est toujours très délicat de lancer de nouvelles licences, de nouveaux univers, visant d'autres horizons, d'autres publics que les branches habituelles. Je dirais même plus, on en arrive presque à un stade de succès qui tout double, tant il est difficile de faire bouger les habitudes solidement ancrées chez le spectateur. Et pourtant, en 2005, un nouveau tokusatsu de super-héros débarque sur les écrans japonais. Il se veut plus sombre, plus sérieux, plus sobre, à l'esthétique plus léchée et misant moins sur son département marketing que la concurrence. Bref, du toku dit mature, adulte, tentant à sa manière d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Aujourd'hui, au travers de ces 2 premières saisons, je vais vous initier aux bases de l'univers de Garo. Petite remise en contexte, le genre est très largement dominé par 2 grosses sociétés, la Toei, Super Sentai Kamen Rider, et la Tsuburaya, Ultraman. Un quasi-monopole qui rend donc difficile toute nouveauté. Pourtant, c'est en 2005 que va débuter la toute première série Garo sur la chaîne japonaise TV Tokyo, donc une place de choix pour tenter de s'imposer. Garo, c'est le premier toku de la société Tohoku Shinsha. Rien à voir avec la Toho, la société de production des Godzilla, c'est encore autre chose. Une société qui avait débuté ses activités en se spécialisant dans le doublage de séries étrangères dans les années 60, avant de, petit à petit, lancer ses propres productions maison, comme l'adaptation live de Pat Labor en 2015, pour n'en citer qu'un. Afin de se démarquer de ses concurrents, la Tohoku Shinsha va donc viser principalement un autre public, un public adulte. Garo est une série qui a été diffusée tard le soir, et ça se ressent quelque peu dans la façon dont la série a été construite. On retrouve un concept qui pourrait s'apparenter en quelque sorte au Metal Hero de la Toei, ce côté brillant, moins plastique, mais avec une ambiance générale plus sombre, mais aussi une esthétique plus baroque, gothique, aussi bien pour ses décors que pour son bestiaire et de ses protagonistes chevaliers. Car oui, là encore, vis-à-vis de la concurrence, on a beau être dans une époque dite moderne, la série veut tirer son épingle du jeu en adoptant un esprit très chevaleresque dans la forme. On y retrouve alors ce mélange entre cette modernité et cette partie bien à part de l'univers de Garo, où on y croise armure dorée, combat à l'épée et monture animale, le tout saupoudré de magie, de ses propres coutumes et classes sociales. Mais au juste, qu'est-ce que ça raconte ? Nous sommes au Japon et nous suivons l'histoire de Saejima Koga, ce dernier porte le titre de chevalier Makai, ou Makai Kishi en japonais, titre définissant ceux qui sont chargés de la protection des humains envers les aurores, des entités démoniaques, s'en prenant depuis des siècles à l'humanité. Sur son chemin, il fera la connaissance de Kaoru, une jeune femme aspirant à devenir artiste. Problème, il la rencontre lors d'une de ses missions d'extermination d'aurores, parce qu'en fait il y a une règle assez stricte dans l'univers de Garo. Lorsqu'un humain entre en contact avec le sang d'un aurore, il est condamné à mourir 100 jours plus tard, tel un gros poison qui prendrait bien son temps. Et c'est ce qui arrive à Kaoru. Généralement un Makai s'occupe d'abréger les souffrances de la personne concernée dans la foulée, mais, vous l'aurez compris, Koga va d'abord y trouver un certain avantage stratégique. Un humain contaminé attire les aurores tel un appât avant de ressentir finalement le besoin de la sauver. Et c'est en partant de cette base que la série se lancera, entraînant d'autres péripéties et conflits au sein de la communauté des Makai. Là, contrairement à Kamen Rider Game,
Je n'avais pas trop d'a priori dessus, je partais même plutôt confiant. D'un côté, le design en impose pas mal, où on semble abandonner quelque peu le spandex de la concurrence pour quelque chose de plus tape à l'œil, mais infiniment plus classe à sa manière, moins ridicule et kitsch, où on sent que chaque parcelle du costume est étudiée dans ses moindres détails pour ne laisser passer aucun faux pas. De l'autre côté, l'ambiance me paraissait bien plus sérieuse, plus travaillée, plus posée en conséquence. Les monstres sont plus lugubres, le scénario me semblait plus poussé que la moyenne, et le public visé promet d'une certaine façon un peu plus de liberté créative. D'autant plus qu'il est toujours bon de rappeler que cette première saison ne fait que 25 épisodes seulement, soit presque un format standard de série d'animation. Format quasi constant pour chaque saison ancrée dans l'univers de Garou, et ça, c'est un gros plus. Gros plus parce que c'est parfois là-dessus que d'autres grosses licences trouvent leur principale faiblesse, la surexploitation. Quand on est un Super Sentai ou un Kamen Rider, et qu'on se lance à la rentrée avec une toute nouvelle série flambant neuve, eh bien il ne faut pas oublier qu'en plus de merchandising intégré à la narration, c'est la quasi-obligation de sortir donc la série annuelle, avec ses 50 épisodes en moyenne, plus les épisodes spéciaux fournis avec les DVD, plus ceux fournis dans les magazines pour X occasions spéciales, sans oublier les films cinéma, celui de l'été, celui qui fait un crossover avec la série d'avant, celui qui fait un crossover avec la série d'après, plus le film crossover avec les autres licences, plus les spin-offs sur un personnage secondaire apprécié du public, et j'en passe. Bref, c'est vite l'overdose en très peu de temps. Ça n'empêchera pas la série mère d'être bonne, mais au vu de la méthode de production, allez, soyons honnêtes 2 secondes, malgré quelques prolongements sympathiques de la série principale, il faudra aussi compter sur un bon paquet de choses totalement dispensables pour être gentil. Donc Garou, c'est un univers abordable, plutôt carré et moins tentaculaire qu'en face, avec un format bien plus court et une exploitation plus digeste. Il faut savoir par exemple qu'après cette première saison, la seconde n'arrivera qu'en 2011, soit 6 ans après. Allez, il y a bien eu un film de transition entre ces 2 saisons et 2 téléfilms pour patienter, mais c'est absolument dérisoire et loin d'être insurmontable au final. Et puis quand je pense à du tokusatsu pour un public plus adulte, je pense aussi à un budget plus conséquent, proportionnellement à son format plus court. En fait, ce qu'il faut savoir, et qui va pas mal jouer sur l'esprit et l'ambition de la série, Garou veut aller plus loin que ses confrères en donnant une plus grande part à l'utilisation de l'imagerie numérique. Pas seulement, sinon ça ne serait plus du tokusatsu, on reste bien sûr dans un type de production qui met en avant son action, ses combats au travers de son scénario, le tout avec un mélange d'effets spéciaux traditionnels et d'effets plus modernes. Mais Garou a quand même envie d'aller plus loin, au moins de tenter de nouvelles choses. Une mise en scène plus poussée, avec moins de limites si on enlève le facteur purement humain, sans oublier tout de même la part belle à une chorégraphie des combats qui me paraissait très travaillée vu de l'extérieur, au final, difficile de rester insensible à cette porte d'entrée fort alléchante. Finalement, paradoxalement, mon seul doute c'était justement l'utilisation de cette 3D, qu'on sait tous à double tranchant. Le numérique, ça vieillit très vite, il y avait donc le risque que, au moins dans ses tout débuts, cette ambition passée devienne sa principale faiblesse. Est-ce que ça vaut le coup de faire un saut de 12 ans en arrière pour découvrir cette nouvelle pierre à l'édifice qu'est le tokusatsu ? Autant le dire tout de suite, c'est clairement un des titres que j'aurais en tête si je voulais faire par exemple une liste d'œuvres pour quelqu'un de novice découvrant le tokusatsu. J'ai passé un très bon moment devant Garou, mais toutefois, tout n'est pas parfait, encore plus maintenant avec les affres du temps. Explication. Dans un premier temps, Garou commence par une saison 1 très introductive. Plutôt logique me dira-t-on, mais si on en ressort avec l'envie de continuer et de poursuivre dans cet univers charismatique et passionnant, on se rend tout de même compte que la série reste sur des bases assez simples. On y retrouvera alors notre héros très froid, presque fatigué par son travail de Makai Kishi, et c'est un très bon point de démarrer avec un héros déjà actif qui va évoluer et regagner en quelque sorte un peu de son humanité au travers de Kaoru, cette fille dont il pensait se servir pour au final s'y attacher. De l'autre côté, on n'évitera pas, et ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu, l'habituel rival du héros, Rei, avec l'affrontement initial pour au final devenir les meilleurs amis du monde. Sans oublier ce grand classique qui est la dualité entre le monde des humains et celui des monstres, leur obsession à venir déranger notre quotidien, et un petit zeste de conflit avec les autorités supérieures du monde des Makai, et on obtient une base solide, mais qui joue quelque peu la carte de la sécurité. Pourtant dans l'absolu ça fonctionne bien. Le début de la série, ici on parlera donc des 2 premières saisons et de ce qui les entoure un petit peu, se concentre principalement sur notre héros Saejima Koga,
pour montrer son développement personnel tout le long de la série au travers des différents personnages croisés, des événements vécus. En fait, au début, on a l'impression qu'on nous a servi un manieur d'épée qui a du style, mais un brin générique, surtout que le jeu de l'acteur n'est honnêtement pas parfait, a parfois trop forcé ce côté froid et stoïque. Mais voilà, force est de constater que la série réussit à nous y attacher, au travers de flashbacks le concernant, de ses interactions avec son entourage et sa propre vision du combat, pour au final créer une figure héroïque admirable. Malheureusement, c'est un petit peu là que j'aurais à faire mon premier reproche. Bien développer son protagoniste, c'est très bien, mais oublier un petit peu le reste du casting, c'est plutôt dommage. Attention, pas que les autres personnages soient totalement traités par-dessus la jambe, mais même après 2 saisons et quelques films très dispensables, on aurait aimé les voir un petit peu plus développés, présents dans l'histoire. Exemple tout simple, le personnage de Kaoru. Ce n'est pas un mauvais personnage, je ne dirais pas qu'il est mal écrit dans l'absolu, mais il est vrai qu'avec du recul, 2 saisons plus tard, elle n'a pas eu, à mes yeux, l'importance qu'elle aurait dû avoir. Tout du moins si on retire purement et simplement l'aspect personnage présent pour faire évoluer le protagoniste, eh bien elle a du mal à totalement exister par elle-même. Peut-être une erreur de jeunesse de la série, et que ce genre de personnage est bien mieux travaillé dans les saisons suivantes, mais difficile de ne pas y faire attention en 2017. De manière générale, les autres personnages sont bons, restent agréables et ou sont intéressants, mais on sent un certain potentiel qui a du mal à vraiment se montrer, et on ressort presque un peu frustré. Le constat s'adoucit quelque peu avec la seconde saison, certains ont même enfin leur moment de gloire, mais l'équilibre n'est pas encore parfait. Notamment parce que si la seconde saison se révèle meilleure que la première sur de nombreux points, elle a tendance à y reproduire à nouveau certains schémas narratifs pour mettre en avant son héros. Moins de surprises et quelques facilités, donnant parfois l'impression d'une saison 1 en mode miroir, pas trop gâcher un si beau tableau, mais ce genre de petite imperfection est toujours regrettable. Mais là où Garo tire son épingle du jeu, c'est bien dans son ambiance, l'univers qu'il construit au fur et à mesure, son bestiaire, ses mécanismes et ses règles de combat, et sa façon de nous le raconter. Dans un premier temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bonne partie de chaque saison se construit autour de cette structure narrative bien connue, le monstre de la semaine. Pourtant pas mon type de narration favori, j'aime quand ça ne tourne pas autour du pot, mais la série arrive à tourner la chose de façon passionnante. Dans Garo, parfois la star, ce n'est pas Koga, ce n'est pas Rei, son rival, ni même Kaoru, c'est tout simplement le monstre de la semaine. Garo est une série qui met un certain point d'honneur à développer les créatures qui entrent en scène. Très souvent, elles sont accompagnées d'une histoire, liée à la personne dont elles prennent possession, à la méthode utilisée pour se rapprocher des humains, ou la façon dont elles interagissent avec ce qui les entoure. Et c'est ça qui est fort, c'est que même si, alerte spoiler, le monstre se fait botter les fesses par un Makai à la fin de l'épisode, on n'a jamais l'impression d'avoir suivi la brève histoire d'une bête chair à canon lambda, comme souvent dans la branche mainstream d'à côté. Les monstres ont parfois de la personnalité et dégagent quelque chose de fascinant, à tel point que dans certains épisodes, on voit nos héros qu'à la toute fin, le reste s'étant concentré sur la mise en place de la créature et de ce qui l'entoure. Ça donne lieu à des épisodes très inventifs et très intéressants, piochant parfois au cœur même de la culture japonaise, ce qui pourra peut-être laisser perplexe notre point de vue d'occidental, mais difficile de leur reprocher de se renouveler sans cesse. La résultante est une ambiance qui baigne sans cesse dans le glauque, le malsain, bref, l'horreur, comme on pouvait s'y attendre. Et cette ambiance est accentuée par la très bonne esthétique générale proposée par la série. D'un côté, une majeure partie des monstres est chara-designée par Yasushi Nirasawa, un homme qui nous a quittés depuis 2016, et à qui ont droit de nombreux travaux dans l'univers du tokusatsu, notamment sur les monstres de Kamen Rider Den-O, le thème des trains, Blade ou Decade, mais aussi dans d'autres registres tels que le film Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit ou le jeu Shin Megami Tensei 4. Ici en résulte quelque chose de moins plastique, grossier, comme dans les écuries d'en face, avec une vraie apparence monstrueuse, repoussante et menaçante. De l'autre, un quasi sans faute aussi. Les armures sont superbes, à mi-chemin entre un aspect quelque peu bestial, lui aussi menaçant à sa façon, tout en conservant quand même ce côté très esthétique, chevaleresque, presque raffiné. On parle quand même littéralement de chevalier d'or. Il y a un vrai soin dans ces designs, on ressent une certaine noblesse qui s'en dégage, en opposition à la monstruosité adverse. Une dualité renforcée par ses décors mélangeant sans réelle fausse note, ce côté baroque, gothique, avec la grandeur de ces bâtiments tout droit sortis d'une autre époque, ces jeux de lumière, avec même parfois quelques partis pris originaux, comme ces décors dessinés, quant à eux tout droit sortis d'un storyboard, le tout avec même quelques zestes de steampunk. Un mélange détonnant, pas parfait, mais qui contribue à la forte identité visuelle de la licence. Et puis, on terminera par un point important de le tokusatsu, la réalisation de ces scènes d'action, surtout vu l'ambition affichée initialement. Garo offre de très bonnes chorégraphies de combat tout le long de la série, qu'on se le dise. Le style est plus posé, fluide et moins brouillon qu'à côté, avec davantage de combats aériens, une chose agréable bien qu'on ne voit pas si souvent que ça. On sent une vraie patte dans les cadrages choisis pour mettre en avant le dynamisme de ces combats. Bref, c'est très agréable de retrouver une sorte de sobriété dans l'action.
Mais Garou aime donc se faire plaisir quand il le faut. L'utilisation des CGI, de la 3D pour accompagner les techniques plus traditionnelles. Ça a de la gueule, hein, ça permet d'avoir des combats encore plus intenses avec cette mise en scène plus poussée, mais il va falloir se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Proportionnellement parlant, ça reste mieux réalisé que n'importe quel autre toku de l'époque, mais même comme ça, eh bien ce n'était pas toujours parfait à l'époque, et ça ne le sera pas davantage aujourd'hui. Si la saison 2 améliore quand même pas mal les choses, et que la mise en scène reste donc très solide et libérée, difficile de passer outre ce rendu parfois un peu plat, pauvre, qui jure un peu avec le reste, presque l'impression d'être devant une cinématique de jeu vidéo. Mais en même temps, c'est presque ça qui est bon. C'est un petit peu ce que je disais dans ma première vidéo sur le genre dans sa globalité. Ils ont beau n'avoir pas autant de moyens qu'en Occident, ils ont ce mérite d'aller jusqu'au bout de leurs idées, même si l'exécution n'est pas parfaite à nos yeux. Je prendrai par exemple certaines scènes de combat mélangeant notre Garou tout en 3D, dans un combat très aérien, contre une créature géante à forme humaine, et du coup interprétée par un comédien, technique de réalisation assez peu commune, et non un vulgaire modèle 3D mal animé. Le rendu est étrange, imparfait, mais l'ensemble a un charme indéniable. Et rien que pour ça, les scènes d'action de Garou méritent d'être vues. Bref, Garou fut une bonne surprise pour ma part. L'originalité de son univers, son esthétique, ses combats différents de la concurrence, ses excellentes musiques, on a quand même du Jam Project en guise de générique d'ouverture, m'ont séduit et convaincu de persévérer, malgré ses quelques défauts, certes parfois regrettables, mais je l'espère de jeunesse. Au bout de 2 saisons et un concept bien installé, je suis donc prêt à rentrer dans le vif du sujet. Parce que oui, au début, je parlais des dérives de l'exploitation annuelle d'une licence mainstream de Toku, mais à une échelle bien moindre, Garou désormais c'est 4 saisons, plusieurs films à la fois en vidéo et au cinéma, des mini-séries spin-off sur des personnages secondaires, et même une exploitation au format animé, se passant dans le même univers plusieurs siècles avant la première série. Autant dire de suite que même si c'est bien plus raisonnable, Garou, vous n'avez pas fini d'en entendre parler.